On a tous déjà ressenti ce mal de tête qui s'installe, qui dure, et on finit par se demander mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde, c'est vrai, assez complexe des tumeurs cérébrales, pour essayer de démêler tout ça et de comprendre comment on les identifie et on les classe, le plus clairement possible. Souvent, tout part de là. Un mal de tête qui ne lâche pas, une vue qui se brouille un peu, c'est si facile de mettre ça sur le compte de la fatigue ou du stress. Mais parfois, c'est notre corps qui essaye de nous dire quelque chose, un signal, qu'il se passe un truc au cœur même de notre centre de commande. C'est important d'écouter ces signaux. Alors justement, quels sont ces signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille? On va voir ça tout de suite pour y voir un peu plus clair. C'est vraiment la toute première étape de ce parcours de compréhension. Pour bien se représenter la chose, imaginez que le cerveau, c'est une métropole incroyablement dense et organisée. Une tumeur, eh bien c'est comme un nouvel immeuble qu'on construit sans autorisation. Si on le bâtit dans une petite rue, il ne va peut-être pas gêner grand monde. Mais si on construit un gratte-ciel en plein milieu du carrefour principal, là, c'est le chaos. C'est exactement ça. Les symptômes dépendent entièrement de l'endroit où se trouve la tumeur et de sa taille. Et cette idée de localisation, de où ça se passe, c'est tellement fondamental que c'est le tout premier indice que les médecins vont utiliser. C'est vraiment la première grande étape du tri pour commencer à comprendre à quoi on a affaire. Bon, un tout petit point d'anatomie promis, c'est très rapide et très simple pour bien comprendre. Il faut s'imaginer une sorte d'étagère à l'intérieur de notre crâne. Cette membrane solide, on l'appelle la tente du cervelet et elle sert de repère absolument crucial pour les médecins. Tout ce qui est au-dessus de cette étagère est dans un compartiment et tout ce qui est en dessous dans un autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient super intéressant. La simple question, est-ce que la tumeur est au-dessus ou en dessous de cette fameuse étagère peut tout changer. Pourquoi? Parce que statistiquement, chez l'adulte, la grande majorité des tumeurs se trouvent au-dessus, alors que chez les tout petits, c'est l'inverse, on les trouve bien plus souvent en dessous. C'est un indice énorme qui permet d'orienter les recherches de façon spectaculaire. Ok, donc maintenant on sait à peu près où regarder. La question suivante qui est tout aussi importante, c'est mais qu'est-ce que c'est exactement? Et là, attention, on ouvre la porte sur un univers d'une diversité assez incroyable. Pour se faire une idée de cette diversité, on va commencer avec un chiffre. Un seul chiffre, mais qui est vraiment parlant. 50%. Voilà. La moitié de toutes les tumeurs cérébrales primaires appartiennent à une seule et même grande famille. Et cette grande famille, ce sont les gliomes. Pour bien comprendre, on peut imaginer le cerveau comme un jardin. Les neurones, ce sont les fleurs, les plantes magnifiques qui font tout le travail. Mais pour qu'elles puissent pousser, elles ont besoin de terreau, de soutien, de nutriments. Ça, ce sont les cellules gliales. Et bien les gliomes, ce sont des tumeurs qui naissent du terreau de notre cerveau et non pas des fleurs. C'est pour ça qu'elles sont si fréquentes. Plutôt que de se perdre dans une liste interminable, regardons juste trois exemples très différents. On a donc les gliomes qui naissent du tissu cérébral lui-même. Ensuite les méningiomes. Eux, ils viennent des enveloppes qui protègent le cerveau, un peu comme la coque d'une noix. Et enfin les neurinomes de l'acoustique qui se développent sur le nerf de l'audition. On voit bien ici que l'origine, le point de départ de la tumeur, c'est vraiment la clé de tout. Mais attention, savoir de quel type de tumeur il s'agit, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre question, qui est absolument cruciale, c'est à quel point est-elle agressive. Et c'est là qu'intervient la notion de grade. Si on reprend nos fameux gliomes, l'Organisation mondiale de la santé les classe sur une échelle de 1 à 4. C'est simple, les grades I et 2 sont considérés de bas grade, ce qui veut dire qu'ils ont une croissance plus lente. Par contre, les grades 3 et 4, comme le tristement célèbre glioblastome, sont de haut grade. Eux, ils font beaucoup plus agressifs. Cette classification, c'est l'un des indicateurs les plus importants pour prédire le comportement de la tumeur. Mais comment les médecins déterminent ce fameux grade? Eh bien, c'est un vrai travail de détective, mais au microscope. Les pathologistes vont chercher des indices très précis. Est-ce que les cellules ont une apparence bizarre? Est-ce que la tumeur est en train de construire ses propres routes, ses propres vaisseaux sanguins pour pouvoir grandir plus vite? Ou encore, est-ce qu'on trouve des zones de tissu mort, ce qu'on appelle la nécrose? Tous ces éléments, mis bout à bout, racontent l'histoire de la tumeur et permettent de définir la meilleure stratégie. Ce qui nous amène, logiquement, à la partie la plus importante. Que peut-on faire? Et la bonne nouvelle, c'est que face à cette maladie, les médecins disposent aujourd'hui d'un véritable arsenal de traitements pour se battre. En gros, il y a 4 grands piliers. Le premier, c'est la chirurgie. Ça reste la pierre angulaire du traitement quand c'est possible d'opérer. Ensuite, pour nettoyer ce qui pourrait rester, on a la radiothérapie et la chimiothérapie, souvent utilisées ensemble, surtout pour les tumeurs les plus agressives. Et enfin, un pilier qu'on oublie parfois mais qui est absolument essentiel, le suivi à long terme et la rééducation, pour aider les gens à retrouver la meilleure qualité de vie possible après le traitement. On a vu pas mal de choses, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'avenir, le futur du traitement des tumeurs cérébrales, c'est la personnalisation. C'est de réussir à comprendre l'empreinte génétique unique de chaque tumeur pour créer des traitements sur mesure. Et la vraie question qui se pose aujourd'hui est à quel point sommes-nous proches de faire de cet avenir une réalité accessible à tout le monde?